les phrases là, c'était même plus d'essayer de devenir footballeur professionnel, c'était juste essayer de refaire du foot un jour. Ça m'est arrivé de dormir sur des matelas à même le sol avec les cafards pendant une saison entière. Donc ouais, non, c'est ok, on a envie de faire ça, mais à quel point et à quel prix aussi. Bienvenue dans l'entrejeu. Bienvenue dans l'entrejeu, un podcast dans lequel on part à la découverte des coulisses du sport et de ses acteurs. Et pour ce 4e épisode, j'ai pu échanger avec Hugo Comano, attaquant d'Yverdon Sport. Dans cette discussion passionnante, Hugo m'a parlé de son rêve qui a failli être brisé lorsqu'il avait 13 ans à cause d'un problème orthodontique, de son parcours atypique en Europe de l'Est où il a vécu dans des conditions difficiles, de son hygiène de vie réglée au millimètre, de l'éducation qu'il a reçue ou encore de ce qu'est pour lui être à la hauteur en tant qu'homme et athlète. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes et à vous abonner. Excellente écoute à toutes et tous. Hugo, bienvenue dans l'entrejeu. Je te remercie d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode. C'est un plaisir de te recevoir. Merci pour ton temps. Merci également au club d'Yverdon Sport pour l'accueil dans les locaux. Je me réjouis de cette discussion où on va aborder pas mal de thèmes concernant ton parcours et ta carrière. Mais avant tout, comment vas-tu ? Plaisir partagé. Ça fait plaisir que tu me donnes aussi cette opportunité de parler. Donc moi ça va très bien. Ça va très bien. On aura l'occasion d'y revenir en détail plus tard, mais brièvement, comment se passe ton adaptation ici à Yverdon ? Est-ce que tu as pris tes marques ? Comment tu te sens ici et quel environnement tu as découvert ici à Yverdon ? J'ai découvert un environnement très chaleureux, très accueillant. Là aujourd'hui on est en mars, donc l'acclimatation, je suis ici depuis maintenant un petit bout de temps, donc l'acclimatation elle s'est très bien faite. Comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi précédemment, j'ai aussi été beaucoup aidé par les coéquipiers, par le staff pardon, et puis même par les personnes de la ville, les supporters, le COP 14, un peu tout le monde. Donc ouais, non, l'acclimatation elle s'est très bien faite. Et je suis très, très satisfait d'être ici. Magnifique. Tu es venu de Bulgarie. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu es de Toulouse. Comment tu commences le foot ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui t'amène à toucher la balle ? J'ai même pas commencé par le foot au départ. Mes parents, ils ont mis l'accent sur le fait qu'il fallait un peu que je touche à tout, que je sache un peu où je vais. J'ai fait du karaté, du judo, j'ai fait un peu de tout. Et puis naturellement, mon choix s'est dirigé vers le foot. J'ai eu la chance d'accéder à l'académie du Toulouse Football Club, le TFC directement, où j'y ai commencé là-bas très tôt, vers 4-5 ans. Donc ouais, non, c'est le foot naturellement qui m'a attiré. Et voilà. Et puis après, ça n'a pas été le coup de foudre directement. Mon parcours m'a fait aimer le foot au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai appris à en tomber amoureux. Donc voilà, c'est plus un parcours comme celui-ci, que ça n'a pas été un coup de foudre où je me suis dit directement. Ça a été au fil des années où je me suis dit, ouais, ok, c'est le foot que tu veux faire. T'es parti à Metz après, en tout cas, t'as joué dans la réserve de Metz. Mm-hmm. C'était vers quel âge ça ? En fait, avant Metz, je suis parti à Lens. J'ai fait un an au RC Lens. Après, j'ai fait 2 années à Metz, au centre de formation à Metz. C'est quoi la question ? Comment ça s'est passé ? Comment je suis arrivé là-bas ? Ouais, comment t'es arrivé ensuite à Metz Ben, comme j'ai dit, j'étais à Lens avant. J'ai fait un an à La Gaillette. Et puis Metz m'a appelé pour un essai. Et, il s'avère que l'essai, c'était un match avec les pros au stade Saint-Symphorien, où j'ai marqué dès mon premier jour. Donc après, l'essai, il s'est tout de suite accéléré. Et puis Metz m'a proposé 2 ans. Et puis voilà, j'ai fait le choix d'aller là-bas parce que j'estimais aussi que c'était une bonne structure de travail pour moi, pour ma progression aussi à ce moment-là de ma jeune carrière. T'es parti ensuite au Luxembourg, mais je crois qu'il y a dans ton enfance une étape importante dont il faut qu'on discute. Ouais.
un problème orthodontique qui va Mmh. te causer de graves problèmes. Je te laisse peut-être raconter comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, comment est un petit peu cette histoire. Bon, alors déjà, avant toute chose, cette étape, elle fait partie de la raison pour laquelle je dis que j'ai aussi appris à aimer le foot, à en tomber amoureux. Il y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de cette histoire, pas nécessairement par pudeur, mais c'est pas quelque chose dont j'estimais qu'il fallait vraiment partager, parce que voilà, donc là aujourd'hui, ça me dérange absolument pas d'en parler. J'ai eu un problème, c'était à l'âge de 13 ans. J'ai eu un problème d'orthodontie et je pense que tu sais, je sais pas, mais quelquefois les problèmes tendineux, musculaires, ça peut aussi être lié à des problèmes de dents. Et moi, j'en ai fait les frais à 13 ans, de par la pose d'un appareil dentaire qui m'a totalement tué les jambes à ce moment-là. C'est-à-dire que ça a été un moment charnière parce que ben, je les ai perdus mes jambes en fait. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai eu la pose de l'appareil dentaire et puis quelques mois après, j'ai commencé à avoir des problèmes tendineux, problèmes de déchirure musculaire, ce qui m'a fait m'arrêter pendant 9 mois où j'ai perdu l'usage de mes jambes. Ce qui veut dire qu'après ces 9 mois d'arrêt, j'ai dû tout bonnement réapprendre à marcher. Et c'est sûr que quand le docteur vous dit que vous allez devoir réapprendre à marcher, même si c'est un âge qui peut être assez jeune, même si c'est à 13 ans, quand même ça nous fait prendre conscience de certaines choses. Parce qu'au-delà de réapprendre à marcher, d'ailleurs, c'est un monde de travail qui s'ouvre devant nous à ce moment-là, parce qu'il faut réapprendre à marcher, il faut réapprendre à trottiner, à avoir une vitesse de pointe. Et puis, au-delà de ça, il faut aussi un peu reprendre de l'aérobie, il faut aussi remuscler son corps, parce qu'à cette période-là, en 9 mois, j'ai pris aussi 13 centimètres. Donc ouais, non, tout ça, ça a participé. Et sauf qu'à ce moment-là, quand on nous dit ça, que la chose la plus importante, ça va d'abord être de réapprendre à marcher et qu'on parle même pas de foot, parce qu'à ce moment-là, c'est un problème qu'on n'a même plus envie d'évoquer. Je parle du côté médical, c'est-à-dire que forcément, les phrases là, c'était même plus d'essayer de devenir footballeur professionnel, c'était juste essayer de refaire du foot un jour. Donc, on aurait pu voir ça comme une fin en soi, mais très rapidement avec mon entourage, et c'est là aussi où j'ai la chance d'avoir une famille aimante que j'aime beaucoup aussi, une famille aimante et qui me soutient, c'est qu'on a aussi dû prendre certaines responsabilités et décisions. C'est-à-dire que c'était même pas une question de est-ce que ma carrière s'arrête là, parce que j'avais 13 ans, donc c'est une carrière, on peut vraiment dire qu'elle se termine à 13 ans, même si à ce moment-là, avant mon accident, j'étais un phénomène athlétique, c'est-à-dire que avec tous les records de mon âge. À ce moment-là, il était plus question de se demander est-ce que tu veux que ta carrière commence? Et c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, je prends la décision que ma carrière commence aujourd'hui. C'est pas parce que je le dis à ce moment-là qu'à 13 ans et un jour, ma carrière commence. C'est-à-dire que c'est une phrase aussi qui, euh, qui présage beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. Donc ouais, non, cette décision-là, elle a été prise. Et voilà, et puis c'est là où, dès 13 ans, j'ai dû énormément sacrifier. Parce que quand on perd nos jambes et qu'il faut réapprendre à marcher, après l'école, c'est pas avec les amis que j'avais à ce moment-là qu'il fallait que j'aille jouer. C'était à la salle qu'il fallait que j'aille pour faire tout type d'exercices, d'étirements, d'assouplissement, de coordination. Et puis ça allait même jusqu'à mon alimentation, c'est-à-dire que c'était c'était plus un projet footballistique à ce moment-là, c'était vraiment un projet de vie. C'est-à-dire qu'il y a tout qui a été mis en œuvre pour que je puisse retrouver mes jambes. Et ouais, non, j'ai mis du temps à les retrouver. J'ai mis beaucoup de temps à les retrouver. J'ai réussi à reprendre le foot avec mon manque physique à ce moment-là, mais j'ai aussi réussi à adapter mon jeu.
à mon physique, ce qui veut dire que c'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait ma formation, j'ai continué ma formation en tant que numéro 9, où j'ai joué en pointe devant. C'était plus un style de pivot à ce moment-là, parce que j'avais aucune capacité physique, si ce n'est ma taille à ce moment-là. Mais ça m'a pas empêché de m'accrocher et de marquer beaucoup de buts. J'ai aussi fait partie de la sélection Midi-Pyrénées à Toulouse, où j'ai marqué des buts décisifs. Et puis ouais, c'est à 17 ans que le RC Lens m'a appelé pour une saison. Et c'était mon premier accès à un club pro depuis le Toulouse Football Club. Donc ça a été une grosse étape aussi pour moi, cet accès à toutes ces installations, tout ça. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que même à cette période-là, j'étais quand même, c'était 4 ans après, mais j'avais récupéré 30% de mes capacités physiques. Et puis après mes 17 ans, j'ai fait un an au RC Lens, où j'ai continué à travailler très 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 dur. J'ai fait 2 ans à Metz, où j'ai continué à travailler très 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 dur, où j'ai été signalé aussi par des clubs en Angleterre. Mais on a choisi le Luxembourg comme premier contrat professionnel. Là-bas, j'ai eu la chance de jouer l'Europa League aussi. Et j'ai eu la chance aussi, enfin la chance. Du coup, comme j'ai pu le dire, c'est une grosse part de travail aussi. J'y ai été identifié comme un des joueurs les plus rapides de la ligue à ce moment-là. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais 20 ans. Et c'était 7 ans après mon accident. Et voilà, il a fallu attendre mes 20 ans pour que mes qualités naturelles de vitesse puissent enfin être un peu, encore une fois, à mon service. Donc ouais, et puis après le Luxembourg, j'ai été en Slovénie pendant 6 mois. J'y ai fait là-bas 2 semaines d'entraînement. Avant mon premier match, j'ai eu aussi la malchance de me blesser une blessure qui m'a pris 17 semaines d'arrêt. Ce qui veut dire forcément ça a compromis mon séjour en Slovénie. Puis après la Slovénie, j'ai fait un an en deuxième division bulgare, qui est assez particulier. C'était quand même une bonne expérience, où j'ai aussi là-bas, j'y ai fait meilleur passeur du championnat. J'y ai mis 4 buts, et ça m'a donné accès ensuite à la première division, où j'y ai commencé en tant qu'ailier en première division bulgare. Et puis après, tout de suite, très rapidement, je suis passé en tant que numéro 9, et puis j'ai enchaîné. J'ai fait 35-36 matchs là-bas. Donc voilà, ouais, non. Et j'ai un parcours que je pourrais qualifier d'atypique. Bon, il y a aussi dans le football de manière générale beaucoup de parcours atypiques, même des parcours encore plus atypiques que le mien, mais oui, non, c'est un parcours particulier. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça, en tout cas. Pour résumer, du coup, 13 ans, tu perds quasiment ou presque totalement l'usage de tes jambes. Exactement. Jusqu'à 7 ans plus tard, où tu es identifié comme un espoir au Luxembourg. Tu signes ton premier contrat pro, tu es un des joueurs les plus rapides du championnat, donc tu passes de ne plus pouvoir marcher à courir très vite. S'il y a une chose que tu as apprise sur toi de tes 13 à 20 ans, en tant que... je pense plutôt qu'en tant qu'homme, je pense que c'est plutôt des choses que tu vas chercher, des choses humaines que tu vas chercher là pour faire ça. S'il y en a une, qu'est-ce que tu as appris sur toi à ce moment-là? Ça peut paraître bateau, mais c'est de toujours y croire. Je mettrai l'accent sur ça, parce que quand ça va, quand on n'a pas de réelle raison de lâcher notre foi en soi, on la garde. Il n'y a aucun souci. On peut y croire, on peut croire en nos projets, en ce qu'on est capable de faire. Mais dans ces moments-là, dans mon cas, quand j'ai perdu les jambes, il n'y avait rien autour de moi, si ce n'est mes proches et les personnes qui m'aimaient, mais il n'y avait rien dans le contexte autour de moi qui pouvait me dire ouais, tu peux encore y arriver. Donc à ce moment-là, la seule chose qu'on a, c'est la foi et l'espoir. Et si jamais on a le courage de s'y accrocher et de continuer à pas la lâcher, et à un peu l'entretenir avec les gens qu'on aime aussi, on peut quand même arriver à faire des choses qui peuvent être pas mal, de manière générale. Magnifique, c'est des beaux messages, c'est cool. On a discuté brièvement au téléphone des conditions dans lesquelles tu as vécu. Est-ce que tu as des anecdotes, ou dans quelles conditions
tu as vécu dans certains clubs, quel souvenir t'en gardes? Après, comme je disais, ça fait partie de mon parcours quand je parle aussi de foi ou d'espoir qu'il faut pas lâcher. Et il y a aussi des fois où on peut être confronté à des réalités qui sont différentes des nôtres parce que c'est aussi la chance que le football nous apporte, cette notion de voyage. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi d'autres cultures, d'autres manières de vivre, tout ça. Mais oui, non, il y a des conditions aussi de vie qui peuvent être particulières et qui peuvent nous mettre face à notre volonté. C'est-à-dire, ok, on a envie de faire ça, mais à quel point et à quel prix aussi. Et ouais, non, en termes d'anecdotes, je pourrais en citer plusieurs, mais ça m'est arrivé de dormir sur des matelas à même le sol avec les cafards pendant une saison entière. Donc ouais, non, c'est des conditions qui remettent face à un principe de réalité aussi. Donc voilà, ça fait partie de mon parcours. Et puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on se dit que on n'est pas facilité, mais que comme c'est ce qu'on veut, on est prêt à l'accepter aussi. Donc ouais, non, c'est particulier. Mm. Et comment un choix d'aller là-bas se fait? Est-ce que Mm. c'est plutôt des choix? Est-ce que tu as un agent ou ben c'est à ce moment-là avec ta famille que tu décides? Comment, entre guillemets, tu te retrouves là-bas Mais là, aujourd'hui, je suis agent libre. Aujourd'hui, j'ai pas d'agent. Ce qui Mais est assez rare dans le foot quand même, ouais, ce qui est assez professionnel. rare. Ouais, ouais, là, on a fait ce choix-là pour le moment. Après, voilà, j'ai aussi conscience qu'avoir un agent, ça peut aussi ouvrir plusieurs opportunités, et notamment en termes de marques de crampons, que ce soit Nike, Adidas, Puma. Voilà, moi, je suis toujours ouvert. À ce moment-là, la Bulgarie, ça a été un choix de temps de jeu. C'est-à-dire que j'étais dans une période footballistiquement où j'avais besoin de jouer. Et à ce moment-là, j'avais plusieurs propositions, mais c'est aussi la seconde division bulgare qui m'a ouvert les portes à ce moment-là. Et puis voilà, footballistiquement, ça s'est très bien passé. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aurait fait ce choix-là à ce moment-là. Parce que c'est sûr que c'est un choix où notre réussite dépend quasiment exclusivement de nous et nos performances et aussi de l'intensité qu'on met sur le terrain parce que c'est un environnement par lequel on peut aussi vite être aspiré. Mais voilà, si jamais on est là-bas avec les bonnes intentions et c'est tout, les bonnes intentions, mais il y a pas de raison. Donc ouais, non, ça a été un choix de temps de jeu à ce moment-là. C'est vrai qu'il peut y avoir parfois des joueurs prometteurs qui vont dans des grands championnats directement, dans des grands clubs pour finalement se retrouver Mhm. soit avec la réserve ou autre. Là, on va dire que tu es allé sur le terrain au propre comme au Ouais. figuré et voilà, t'as allé engranger du temps de jeu même si les conditions étaient pas faciles. Mhm. Est-ce que ça a impacté la vision que tu avais de la vie de footballeur pro par rapport à ce qu'on voit et ce que le grand public Mhm. voit quand il regarde la Ligue des Champions le mardi soir? Est-ce que toi, tu t'es dit à un moment, ah, en fait, c'est ça être footballeur pro? Avec ce qui m'est arrivé quand j'avais 13 ans, ça m'a pas nécessairement surpris à ce moment-là parce que j'ai aussi une famille avec laquelle on est aussi très terre à terre. C'est-à-dire le monde, on n'est pas inconnu aussi au monde professionnel. En général, on a conscience que ce qu'on peut voir à la télé, ça peut aussi parfois être un peu embelli, où on peut ne pas nécessairement voir de suite les même les sacrifices que les personnes font. Ça peut être un peu masqué par la réussite à laquelle on a accès directement. Donc à ce moment-là, ça m'a pas nécessairement mis un coup quant à la réalité professionnelle. Je pense aujourd'hui aussi que c'est une réalité dont beaucoup de personnes n'ont pas nécessairement conscience. C'est-à-dire que on peut nous voir jouer le week-end parfois dans de très beaux stades. On peut aussi nous voir dans de bonnes conditions, avoir un beau cadre de vie. Mais ça reste aussi une infime partie des footballeurs professionnels parce que le football professionnel, ça reste un sport qui est très, 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 très répandu aujourd'hui où peu de personnes ont accès. Et puis, c'est pas parce qu'on est footballeur professionnel aussi qu'on est arrivé, parce que la preuve en est, on peut se retrouver un peu partout dans le monde dans des conditions qui peuvent différer, qui peuvent être différentes vraiment du tout au tout. Donc,
Donc ouais, non, c'est pas un truc qui, moi, m'a vraiment choqué sur le moment. J'ai même de suite vu ça comme une très très grosse opportunité de montrer à quel point j'avais envie et montrer à quel point je suis un lâche-rien. Du coup, plus tu graviras les échelons, plus tu sauras un peu, d'où tu viens et tu sauras que tu as galéré et tu as vécu, le pire, si je peux dire, en Ouais. termes, Oui, de tout est relatif. conditions et Ouais. ouais, tout est relatif. Hem, à nouveau, il y a eu cette première phase 13-20 ans, ensuite 20-23 environ Mhm. et à nouveau, est-ce qu'il y a une autre chose que tu as apprise, sur toi, sur ta manière de fonctionner, pendant cette période, où il y avait justement des conditions Ouais. difficiles et un football un peu différent? Mhm. Est-ce que tu as une autre chose que tu as apprise sur toi à ce moment-là, par rapport à la première phase, En tant qu'homme ou en en tant que footballeur? les 2 comme Les tu veux? deux. Ouais. Ouais, ouais, non, il y a une chose que j'ai en tête par rapport à ça. Comme j'ai dit, j'ai dû très vite beaucoup sacrifier, beaucoup de temps. On pourrait dire j'ai sacrifié une partie de ma jeunesse. Ça fait partie des concessions. Ce qui veut dire j'ai très vite eu ce truc de ok, il y a ça à faire. Faut pas que je m'occupe de savoir est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Il y a ça à faire, c'est tout. Donc je le fais. Du coup, ça a été quelque chose qui a été assez ancré en moi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, mine de rien, bon, c'est une très grosse qualité sur le terrain, à l'entraînement, dans le contexte footballistique. Quelqu'un qui peut avoir du mal à lâcher prise un peu. Ça peut s'illustrer dans ma manière de travailler, ma manière de vivre, dans mon hygiène de vie, tout ça. On pourrait penser qu'il y a un peu tout qui est millimétré. Mais ouais, non, ces dernières années, ben justement, quand je parlais aussi d'un entourage qui peut aussi s'étendre un peu plus loin que la famille, dans les amis qu'on peut avoir, dans les discussions, même dans les discussions avec les coéquipiers de l'équipe qui peuvent aussi m'aider à ça. Il y a ce rapport au lâcher prise et au plaisir personnel. C'est-à-dire que si on part même 2 ans en arrière, c'était pas nécessairement quelque chose auquel je pouvais penser, ce truc de ok, tu peux on parle avec la nutritionniste, si je prends l'exemple par exemple de la nutrition, c'est-à-dire qu'elle me disait t'as 21 repas dans la semaine, t'es pas obligé de manger 20 fois bien, tu peux aussi manger 19 fois bien et manger 2 fois, c'est-à-dire que y a des fois c'est elle qui me dit d'aller me lâcher en termes de nourriture et voilà, donc c'est des choses que aujourd'hui je suis un peu ouvert par rapport à ça. Il y a les gars de l'équipe qui des fois me chambrent un peu ou voilà, ou qui peuvent me dire d'aller un peu manger avec eux, tout ça. Bien évidemment, c'est pas, ça reste pas non plus tous les jours. Ils me sortent pas de mon truc non plus, mais il y a ce rapport au lâcher prise ouais, qui est assez important. Et c'est une place qu'aujourd'hui je laisse aussi au lâcher prise dans ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi je fais de la basse, je fais beaucoup de choses aussi hors foot qui peuvent aussi un peu m'aider à penser à autre chose de temps à autre. Voilà, parce que c'est quelque chose au début que j'ai beaucoup de mal à faire. Justement, on m'a dit et on t'a décrit comme un joueur qui fait très attention à son hygiène de vie, j'allais y venir. Donc sommeil, alimentation, tout ce qui va autour, j'imagine. Donc qu'est-ce que tu mets en place plus précisément et pourquoi c'est important? Et du coup aussi, comment tu fais la balance, comme tu viens de le dire, entre Mhm. plaisir personnel et hygiène de vie, pour être performant, sur le terrain? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je mets en place. Il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que ce que je faisais aujourd'hui, je le faisais pas quand j'avais 13 ans non plus. Si je dois parler d'exemples précis, alors comme je disais tout à l'heure, il y a la nutrition. Il y a une grosse place à la nutrition. Je fais attention, je pèse mes aliments. Je fais attention en fonction aussi de l'approche du match. Ce que je peux manger. Bon, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais voilà, je vois ça avec la nutritionniste. Je fais attention à mon sommeil, à mes heures. Aujourd'hui, là, on a l'outil, là, on a la Whoop qui peut nous aider aussi. Je fais attention à l'heure à laquelle je me couche. Je fais attention à l'heure à laquelle je me réveille. Je vois aussi avec le préparateur physique, dès que j'ai l'occasion de faire un peu plus de travail ou d'orienter mon travail athlétique, je le fais. Je fais attention aussi à ma manière de m'étirer. C'est-à-dire qu'aussi ça, je peux aussi j'ai demandé beaucoup de conseils tout au long de ma carrière, où j'ai aussi été accompagné.
Je fais attention à ma manière de m'étirer. Je fais attention à ma manière aussi de faire du travail supplémentaire sur le terrain. Pas C'est-à-dire, surchargé. ouais, Hein, voilà, pour ouais. pas surcharger. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un effectif et d'avoir un staff qui reste aussi très attentionné et très aussi connaisseur de ça, de ne pas faire attention à trop de surcharge. Donc ouais, non, je fais attention à tout ça. Et donc, comme je disais aussi précédemment, je prends aussi conscience que parfois, juste regarder, enfin, juste lire un manga à un moment donné, ça peut aussi faire partie de mon hygiène de vie. Ça peut aussi me permettre de lâcher prise et soit d'aller me coucher un peu plus, l'esprit un peu plus tranquille, ou soit d'aborder un match ou un entraînement juste voilà, un peu plus léger, ou voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de mon hygiène de vie aujourd'hui. Parfois, les sportifs de haut niveau, ils optimisent presque plus pour la performance que pour le bien-être, ce qui fait que Ouais. parfois ils arrivent lessivés en fin de carrière et dans un état physique et mental pas optimal au niveau du bien-être. Mmh. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu essaies vraiment d'équilibrer les deux, dans le sens où si tu es bien dans la tête et dans ton bien-être, tu vas être performant sur le terrain? Ou est-ce que, si je prends l'exemple d'un Umtiti, si un jour tu dois faire le choix entre une demi-finale de coupe du monde ou sacrifier, ton genou, comment tu Ouais, réagirais, ouais. par rapport à ça? Alors là, je pense que c'est un choix même plus grand que le foot. C'est un peu la patrie ou notre carrière. Donc, je pense que là, ça doit pas être des choix qui sont faciles. Mais dans des choix un peu moindres, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ce rapport à un peu, quand on parle de santé mentale, ce rapport un peu sain à soi-même et à la performance, c'est sûr que c'est lié. C'est sûr que c'est lié. Dans ces cas-là, ma légitimité à parler de ça, je pense qu'aujourd'hui, elle est plus élevée qu'avant, c'est sûr. Mais quand je dis que je suis d'accord, je parle aussi, faut pas non plus penser que c'est quelque chose qui passe avant toute chose. C'est-à-dire qu'il faut aussi considérer qu'il y a des fois où même si on n'a pas envie de faire les choses, mais que les choses, il faut les faire, ben, on les fait. Mais ouais, non, ce rapport à la santé mentale, c'est quelque chose qui reste important, parce que si on est sur le terrain sans trop avoir envie, avec d'autres choses en tête que l'instant présent, c'est des choses qui, tôt ou tard, vont nous handicaper. Et puis, à notre niveau de performance, il y a tout qui est lié. C'est-à-dire que même une blessure, ça peut être lié à une trop grosse interrogation qu'on peut avoir à un moment donné dans la tête. Donc ouais, non, ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça aussi qu'il faut y faire attention et qu'il faut en prendre soin. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'à titre personnel, j'écoute quand les anciens de l'équipe, des fois, peuvent me dire certaines choses. Donc ouais. J'avais eu la chance de discuter avec, Jean-Pierre Nsamé Mhm. récemment, et lui, dans son parcours, donc quand il est arrivé à IB, à un moment donné, il avait de la peine mentalement. C'est-à-dire qu'il voyait les choses négatives vraiment comme des freins, Ok. et la préparation mentale lui a permis de vraiment se débloquer, et Mhm. ensuite il marque le fameux but qui donne le titre et cetera. Il Ouais. devient le joueur qu'on connaît. Toi, est-ce que la préparation mentale, c'est un truc que tu as déjà fait, que tu ferais? Et si tu le fais pas encore, comment ça pourrait t'aider? La réparation mentale, c'est quelque chose, c'est un outil que j'ai utilisé à un moment donné, là, pas non plus une grande partie de ma carrière, mais c'est pas non plus quelque chose, c'est pas non plus une chose à laquelle je suis fermé, parce que comme tu as dit, les bienfaits de ça, ils sont indéniables. Mais voilà, il faut aussi trouver la bonne personne pour s'accompagner, pour être accompagné, parce que l'échange à ce moment-là, il est très important, surtout dans l'exemple que tu notes, parce que voilà, il y a aussi je pense que la réparation mentale et l'accompagnement, Mmh. ça peut aussi être quelque chose de très important, parce que le footballeur, ça reste aussi quelqu'un qui est très exposé à la solitude. Et il y a des fois où, si jamais les réponses, on les a pas nous-mêmes, on peut aussi se tourner vers quelqu'un qui peut les avoir pour nous, ou qui peut nous aider à pousser la réflexion. Donc, ouais, non, moi, par rapport à ça, je suis totalement d'accord, et je ne réfute pas du tout les bienfaits de tout ça. Donc, ouais, même si aujourd'hui, je suis pas nécessairement accompagné par qui que ce soit dans ma réparation mentale, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose que je réfute du tout, non. OK, hyper intéressant. Je te propose une dernière question sur le
la thématique de l'hygiène de vie et de tout ce que tu mets en place. Dis-moi. Moi, je suis un peu comme toi, plutôt pour le bien-être. Je fais gaffe à ce que je mange, bien dormir, etc. Ouais. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai hyper mal dormi avant de venir ici. Et ça a tendance parfois à impacter un peu négativement la manière dont tu vas voir la journée qui vient. Ok. Dans le sens où je me dis, je vais peut-être pas être au top pour fonctionner, etc. Ouais. Est-ce que toi, s'il y a un match, où une veille de match, tu dors très mal, je sais pas si ça t'est déjà arrivé certainement, Oui. comment le matin tu te réveilles en te disant, ok, vu que c'est important pour moi de bien dormir et que je sais que j'ai mal dormi et que vraiment je me sens pas vraiment en forme, comment tu fais pour passer au-dessus de ça, ou comment ça impacte après ta manière de voir le match qui arrive? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, je vois exactement ce que tu veux dire. Dans ma jeune carrière, il y a un truc que j'ai compris, c'est que je pense que même que les meilleurs matchs que j'ai fait, j'avais pas dormi la veille. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on peut tous dire ça à tous ceux qui ont joué, même que ce soit professionnellement ou pas. Je pense que les meilleurs matchs qu'on a fait, on n'était pas dans nos meilleures dispositions, parce que comment je vois ça, je pense que je m'y attarde pas trop non plus, parce que je pense que quand on voit les joueurs qui sont convoqués au match, ou même quand on arrive à l'entraînement, on arrive tous avec un peu notre dose de problèmes quotidiennes ou hebdomadaires. Et je pense pas que ce soit une nuit qui puisse m'empêcher de bien performer. C'est sûr que c'est pas les meilleures dispositions, mais la vraie question, c'est quand est-ce qu'on est dans les meilleures dispositions. Je pense qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, ça peut être une petite blessure un peu par-ci, quelque chose qui nous a contrarié juste avant l'entraînement, ou une mauvaise nuit de sommeil dans ton cas. C'est sûr que c'est des choses qui peuvent nous impacter, mais je pense aussi que ça nous impacte en fonction de la place qu'on lui octroie. Donc ouais, non, personnellement, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose, mais voilà, on peut aussi passer à autre chose et prendre les choses en main à ce moment-là pour décider de voir la journée à ce moment-là différemment aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il faut aussi s'autoriser systématiquement à ce que ça nous impacte. Donc Hyper intéressant. On ressent lâcher prise et que c'est quelque chose que tu es dans une certaine sagesse. Je pourrais pas dire. C'est cool. Ça reste mesuré aussi. Du coup, je te propose de clore ce chapitre un peu hygiène de vie. Ouais. Tu as parlé dans le moment délicat et compliqué de ton enfance avec le problème des jambes, que ton entourage avait joué un grand rôle. Tu as une sœur, Margot, qui est tenniswoman professionnelle. Exactement. Est-ce que vous avez reçu une éducation dans un sens qui vous a mis peut-être dans de bonnes dispositions pour, je sais pas, favoriser, par exemple, pour toi, le fait d'être professionnel? Comment tu... Je pense que l'éducation, elle joue un rôle forcément. Quand je vois aujourd'hui ma sœur qui est dans le tennis féminin professionnel, moi qui suis dans le foot masculin professionnel aussi, l'éducation, elle joue un rôle important, et je pense aussi l'éducation par l'exemple. On va dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai ma mère qui est décorée par le président de la République. Elle est ordre du mérite national, chevalier de la nation. Et puis j'ai mon père qui a aujourd'hui une entreprise à succès depuis plus de 30 ans. Donc aussi, il y a l'éducation par l'exemple qui reste aussi, je pense, un gros pilier de notre avancement ou de notre réussite, en tout cas à l'heure actuelle, de notre réussite professionnelle. Parce que oui, non, ces valeurs un peu de travail, de non lâcher prise sur qu'est-ce qu'on a envie de faire et qui on a envie d'être, c'est aussi des choses qu'on peut voir en levant un peu les yeux et en regardant nos parents. Donc ouais, non, l'éducation, elle a joué un rôle dans nos chemins, dans nos parcours professionnels aujourd'hui avec ma sœur. Parce que ouais, non, c'est des choses qui restent aussi très accrochées à nous, ces valeurs de travail, de discipline, et puis même de famille et d'amour, tout simplement aussi. C'est des valeurs auxquelles on est très attachés aujourd'hui. Ouais. T'as un contexte pour dans quel contexte ta maman a été décorée par Ouais, ma mère, elle est prof de français aujourd'hui. Elle est prof de français et aussi prof de français de langage des signes. Et voilà, dans ses implications du travail, dans les événements qu'elle a pu organiser, les choses qu'elle a pris en main, dans l'ouverture culturelle des jeunes aujourd'hui,
c'est quelque chose qui a tapé dans l'œil, et parce que ça reste aussi un travail très important qu'elle fait et qu'elle y consacre énormément de temps, et donc ouais, non, c'est dans ce domaine-là qu'elle a excellé à ce moment-là, ouais. Et ton papa, j'ai cru comprendre qu'il suivait avec attention ta carrière. Mmh. Quel rôle, quel rôle il occupe dans ton parcours, dans tes choix? On a parlé avant, tu avais pas d'agent. Ouais. Comment ça fonctionne un petit peu les choix et comment tu partages ça avec ton papa, mais du coup aussi avec ta maman? Ouais, ouais, non, aujourd'hui, même si j'ai pas d'argent, je reste aussi très entouré. Au-delà de ma famille, il y a beaucoup de personnes référentes, de personnes qui m'accompagnent. Notamment là, dans la gestion de mon transfert à Yverdon aussi, j'ai été accompagné. Par rapport à mon père, ben, je dirais qu'il a une place de père dans mon entourage. On n'a pas cette relation agent-enfant ou entraîneur-enfant. Non, c'est avant tout, ça reste mon père. Et voilà, on peut discuter, aussi sûr qu'on parle de foot, mais aussi on peut parler de, de rien, vraiment, de rien, de choses un peu sans importance. Mais ouais, non, par rapport au foot, le soutien qu'il m'a apporté, il reste aussi très grand et très important. J'aurais du mal à le dissocier du soutien aussi de ma mère, c'est-à-dire que c'est mes parents en général Mmh. qui m'ont beaucoup soutenu, pardon. Donc ouais, non, c'est quelque chose que je pourrais pas dissocier des deux. C'est-à-dire que ouais, non, j'ai eu un très grand soutien de mes parents, que ce soit dans les discussions ou dans la mise en responsabilité aussi de certaines choses, aussi le rapport à l'humilité et à toutes ces choses-là. C'est des choses qui m'ont inculqué, qui nous ont inculqué avec ma sœur Margot, très jeune. Donc ouais, et puis aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir aussi au Muni quand il vient me voir jouer, ma mère aussi, quand ils viennent me voir jouer, quand ils viennent un peu autour des stades. Donc voilà, si je devais un peu mettre en comparaison, c'est un peu comme si on kiffait la musique et qu'on avait un fils qui était musicien. Donc on prendrait du plaisir à le voir jouer de la musique. Ben là, c'est pareil. Voilà, ils kiffent, au-delà du foot, ils kiffent voir leurs enfants s'épanouir dans leur milieu. Donc voilà, aujourd'hui, là, quand je les vois, comme je disais, quand je les vois au Muni, quand je peux les voir aussi dans d'autres stades de Super League, c'est des choses qui font kiffer, c'est tout. Voilà. Magnifique. Mm. Du coup, des choix, qui sont, partagés avec ta famille Mm. et le choix, de venir à Yverdon, comment, ça se passe? Dans quelle situation tu étais, en première division bulgare, hein, si Ouais, je me trompe pas? exactement. Comment ça se fait? Comment tu Mm. atterris ici à Yverdon? Avant d'arriver à Yverdon, je sortais d'une saison pleine en Bulgarie où j'étais un joueur identifié. Ouais, non, j'avais fait une bonne saison en Bulgarie. On a eu plusieurs sollicitations parce que j'étais encore sous contrat en Bulgarie à ce moment-là. On a eu plusieurs sollicitations. Mais non, c'est vrai que quand Yverdon est rentré en contact avec nous et qu'on a regardé un peu le contexte de travail, on n'a pas tergiversé longtemps parce qu'on a vu aussi dans les discussions qu'on a eues avec le directeur sportif ou les, le staff à ce moment-là, on a tout de suite compris que ça pourrait être un environnement de travail et de progression adéquat aux joueurs que j'étais à ce moment-là et que je suis aujourd'hui. Donc ouais, non, la réflexion, elle a pas été très, très longue parce qu'on a tout de suite vu qu'aujourd'hui, j'allais être dans un environnement qui était à ce moment-là et qui est encore aujourd'hui très sain, très accompagnateur, très professionnel dans tous les suivis un peu qu'on peut avoir. Donc ouais, non, la décision, elle s'est orientée vers Yverdon, mais assez naturellement. Assez naturellement, ouais. Comment tu décrirais un petit peu le foot en lui-même que tu as découvert ici par rapport à ce que tu as connu? Mhm. Quel parallèle tu peux faire entre, le foot bulgare, par exemple, le foot suisse ici Mhm. que tu ou même le foot en France que tu as connu, au niveau de Metz? Mais quand j'arrive ici, que je vois un peu le contexte de jeu, c'est un jeu qui reste très qualitatif dans le sens où la Super League, ça reste un championnat avec beaucoup de bons joueurs, beaucoup de très bons joueurs.
un championnat assez tactique, assez athlétique. Si je dois faire un parallèle avec la Bulgarie, je pense que tous les championnats, toutes les manières de jouer sont un peu différentes. Ça dépend aussi des clubs dans lesquels on joue à ce moment-là. Mais ouais, non, c'est la Super League, ça reste un jeu assez athlétique, assez tourné vers l'avant, ouais, non, ça reste un style de jeu qui reste très 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 plaisant à jouer parce que comme je disais, on est entouré de bons joueurs et puis on le ressent sur le terrain que voilà le niveau est là et que la décision du match peut jouer sur des détails. Et en général, c'est bon signe quand c'est comme ça. Et donc aussi, ça, comme tu dis, un foot où ça va vers l'avant, athlétique, finalement, où tu peux t'exprimer avec tes qualités de Ouais. vitesse et de duel. Ouais, non, c'est sûr que c'est un football qui me correspond, un football tourné vers alors le côté athlétique, le côté tactique, le côté offensif et tourné vers l'avant. C'est sûr que moi, c'est un football qui me correspond aujourd'hui parce que j'ai ces qualités physiques-là. On va dire que je suis grand, je fais 1m90, je vais vite et je cours longtemps. Donc, si jamais on prend juste les qualités physiques intrinsèques, c'est sûr que naturellement, les championnats comme ça, athlétiques, physiques, où on nous demande de faire des différences physiques, c'est des championnats qui vont me correspondre, c'est sûr. Donc, ouais, non, ça reste plaisant. Ouais. Pour la suite de ta carrière, on va dire, au lieu de te poser la question un petit peu classique et bateau de tes objectifs de carrière, j'aimerais plutôt te demander quel est ton pourquoi un peu. Pourquoi tu te lèves le matin en tant que joueur de foot? Ouais. Qu'est-ce qui te drive? Et qu'est-ce que ça te fait viser? Ouais. La raison pour laquelle je me lève un peu et je fais tout ça, je pense que ça reste quand même un peu plus gros que le foot. C'est si je devais donner un peu un mot d'ordre, c'est plus d'être à la hauteur de soi-même. C'est-à-dire que quand je vois un peu les qualités que j'ai aujourd'hui, les choses que je suis capable de faire en tant qu'homme et en tant que footballeur, j'ai ce truc où j'aime me dire aussi, ok, c'est bien d'avoir tout ça, d'être comme ça, mais si t'es pas à ta hauteur, ça sert à rien. Donc c'est les raisons pour lesquelles je me lève le matin, que je fais un peu tout ça. J'aime me dire aussi que je dois être à la hauteur, être à la hauteur des attentes qui peuvent être sur moi footballistiquement, être à la hauteur des attentes du commerçant que je peux croiser au centre-ville d'Yverdon, être à la hauteur des attentes que le coach peut avoir, être aussi à la hauteur de l'amour qu'on me porte, être à la hauteur de l'amour que je peux me porter aussi. Donc ouais, non, c'est ce truc plus d'être à la hauteur de soi-même et de pas avoir peur d'avoir ces responsabilités-là. D'ailleurs, de se lever avec cette détermination, de se dire, ok, j'ai conscience des choses qu'on peut attendre de moi, que ce soit à Yverdon ou dans la vie de manière générale, ou des choses que moi, je peux attendre de moi aussi. Et d'aborder ça avec beaucoup de détermination, c'est-à-dire de ne pas avoir un comportement trop passif vis-à-vis de ça, c'est-à-dire d'avoir ce truc déterminant, d'être actif face à tout ça. Donc ouais, non, c'est plus ce truc d'être à la hauteur de moi-même. Ouais. Il y a plein d'éléments qui définissent, comme tu dis, ce qu'est d'être à la hauteur. Tu en as cité plein. Ouais. Au niveau foot, ouais. Toi, si tu regardes, tu t'imagines dans 10-15 ans, après ta carrière, et tu regarderas en arrière, qu'est-ce que ça aurait été d'être à la hauteur au niveau du foot? Être à la hauteur au niveau du foot, c'est d'avoir une carrière où j'ai pas de regrets. Où je suis fier, en plus de ce que j'ai accompli, d'être fier de ce que j'ai donné à ce moment-là. C'est-à-dire, peu importe où est-ce que je regarde dans ma carrière, c'est de savoir que j'ai tout donné. C'est-à-dire que même si on dégrossit un peu le trait, si jamais on zoome sur un entraînement ou un match, j'aurais beaucoup de mal à regarder un match et à savoir que j'ai pas tout donné, ou à regarder un entraînement et que j'ai pas tout donné. Donc ouais, non, ça
Je zoome d'ailleurs sur un entraînement ou un match parce que si je suis honnête, j'ai du mal à regarder un peu plus loin que le prochain entraînement ou que le prochain match. Est-ce que je me dis surtout que si jamais j'ai envie de choses futures, si jamais je fais pas ce qu'il faut là, pour l'entraînement là qu'on a aujourd'hui à 10h ou pour le match de ce week-end, peu importe ce que je peux vouloir pour le futur, ça passe avant tout par aujourd'hui et par demain. Donc ouais, non, c'est le regard que je pourrais avoir envie d'avoir sur une vie passée, c'est un regard fier, car un regard sans regret envers ce que j'ai fait avant. Ouais. Ouais, top. J'aime bien ta manière de voir les choses par étapes et finalement par petite échelle Ouais. que de voir que des fois on a juste ce truc, ouais, Mhm. j'ai envie de jouer pour Liverpool, mais au final il n'y a rien, Oui, tu oui, vois. non, oui, c'est Et pas. donc Oui, oui. c'est vraiment cool. Non, je suis d'accord. On arrive bientôt à la fin. Au niveau du timing, on est un petit peu Mhm. limité. Mhm. Rapidement, avant de passer à la dernière partie, comment tu vois ce deuxième tour, cet objectif maintien et Ouais. quelles sont les clés pour toi si tu as, voilà, en quelques phrases, les clés pour se maintenir avec l'équipe, où tu Ouais. as un rôle important. Pour Ouais. l'instant, tu as environ plus de 70 minutes de jeu de moyenne par Mhm. match depuis le début de saison, depuis ton Mhm. arrivée. Comment tu vois ça? Je reste confiant, mais sans aucun excès de confiance, bien évidemment. On a un groupe aujourd'hui qui travaille bien, qui travaille beaucoup. On a des joueurs de qualité, un staff de qualité, et on a un gros soutien des supporters. Donc, c'est sûr que dit comme ça, on pourrait dire qu'il y a tous les ingrédients qu'il faut, et c'est ce que j'aime me dire. Dire que oui, non, quand je vois vraiment la manière qu'on a de travailler et de progresser tous ensemble, l'équipe, le coach, le staff, tous ensemble, vraiment, j'omets personne, même quand je parle aussi des intendants, du staff médical ou quoi, quand je vois la manière dont on est tous ensemble, dont on travaille et dont on progresse, euh, j'ose me dire que ça reste de bon augure pour la suite. Donc ouais, non, comment je vois la deuxième partie de saison, ben, je la vois sans peur. Sans peur et déterminé. Vraiment, c'est les deux mots d'ordre de la deuxième partie de saison. Parce qu'après, le reste, il peut tout se passer. Mais ouais, non, c'est sûr que peu importe ce qui se passera, ce sera sans peur et avec beaucoup de détermination. Donc ouais, c'est comme ça que je vois la deuxième partie de saison. Ouais. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à Yver dans le sport et à Ouais. toi-même avec des buts. Ça Ouais. serait Mm. encore plus beau. J'ai une petite série de questions pour Pas de terminer, souci. assez rapides, des questions que je pose à peu près à chaque invité ou Pas de souci. avec une petite forme qui diffère un peu. Mais Mhm. toi, bon, on l'a déjà un peu compris, mais quelle est ta définition personnelle d'un athlète de haut niveau? La définition d'un athlète de haut niveau. Euh, je pense qu'un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu le courage suffisant de croire en ce qu'il voulait. Pour moi, c'est juste ça. C'est pas une question de réussite professionnelle, c'est juste une question de à quel point la personne s'est accrochée à ce qu'elle voulait et s'est accrochée à ce qu'elle voulait. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Pas une question de niveau, il suffit pas d'être professionnel pour être un athlète de haut niveau. Ça reste avant tout qui on est et ce qu'on a au fond de nous, je pense. Vraiment. Ce qui est finalement applicable à plein de domaines de la vie, que ce Ah soit oui, ou non, même vraiment, d'autres de manière domaines générale. professionnels. Oui. Une mère de famille, ça peut aussi être un athlète de haut niveau. Il y a pas de. C'est cool de Ouais, voir ça ouais. comme ça. Mm. Quel est le conseil que tu te donnerais à ton toi de 20 ans? À mon mois de 20 ans. Donc un mois qui a réussi à resprinter après 7 ans d'efforts. Un conseil que je pourrais donner au mois de 20 ans, c'est c'est une très bonne question. Non, je pense que ça irait dans la continuité de ce que je dis jusqu'à maintenant. Je me dirais à moi-même de continuer à y croire. De continuer à y croire. Et de continuer à douter aussi, je pense que je me dirais ça. Parce que je pense qu'une croyance sans doute, c'est pas une croyance sincère. Je pense qu'à un moment donné, on est voué à douter et que voilà, je me dirais qu'il faut pas que je me demande si c'est normal de douter ou pas. Je Et pense que je me rassurerais sur ce point-là. Ouais. et le doute, toi, te permet de
remettre en question peut-être Ouais, non, certaines choses qui permettent d'améliorer le rapport à l'échec et la place qu'on peut aussi accorder au doute, ça reste quelque chose de très important. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre. Ce serait hypocrite de dire que ça reste un long fleuve tranquille. Ce serait hypocrite de dire ça, je pense. Donc, non, je me rassurais sur cette notion et ce rapport que je pourrais avoir au doute. Que oui, non, c'est tout à fait normal de douter. Ok. T'as parlé de manga avant. Si t'as une œuvre, j'ai noté, c'est la question comme elle est, une œuvre littéraire, cinématographique ou autre que tu conseilles, que t'as beaucoup apprécié à conseiller. Qu'est-ce que t'aurais? Une œuvre littéraire que j'ai beaucoup appréciée. Bon, je pourrais en citer plein. Il pourrait y avoir Si c'est un homme de Primo Levi qui nous rappelle. Il y a beaucoup d'autres choses que le foot. Je pourrais conseiller des biographies. Si on reste dans le thème du foot, je pourrais conseiller la biographie de Zlatan Ibrahimovic. La dernière ou la première? Non, la dernière. La dernière, qui nous apprend, mine de rien, aussi beaucoup de choses sur un personnage qu'on pourrait penser un peu arrogant ou quoi. Si je reste dans les mangas, si je dois conseiller un manga à quelqu'un qui a jamais commencé de manga, je lui dirais Death Note. Mais à titre personnel, moi, je suis un très, très, très grand fan de Naruto. Pour ceux qui connaissent cette œuvre-là, je pense que dans mon discours, il ne serait pas surpris de dire que Naruto, ça reste une œuvre qui me touche particulièrement. Donc, non. Je dirais Naruto, même si, ça reste un peu long. Ça reste un peu long à lire, mais voilà, ouais. Ok, alors j'en prends bonne note et les auditeurs aussi. Ça reste long quand même. Et je t'en avais parlé, ta carte blanche, pas trop long du coup, parce que tu dois aller au déjeuner de l'équipe. Okay. Carte blanche pour parler d'un sujet, d'une cause, d'un projet qui te tient à cœur. Ta carte blanche pour en parler maintenant. Sans bien évidemment être donneur de leçons ou quoi que ce soit, moi il y a une phrase que j'ai beaucoup appréciée dans un podcast que j'ai écouté, un podcast, le nom c'est Extraterrien. C'est dans le rapport à la chance. La phrase, elle peut paraître un peu... il y a beaucoup de mots, tout ça. C'est un homme chanceux, c'est un homme qui possède la capacité supérieure à rentabiliser l'inattendu. Et moi, cette phrase, elle m'a touché parce que je trouve qu'elle met vachement en valeur cette notion de ne pas lâcher. Et surtout ce truc que la chance, elle soit grande ou petite. Ce qui compte, c'est de la saisir, vraiment. Cette phrase-là, elle m'a touché pour cette raison-là, parce que voilà, on peut, peu importe la charge de travail qu'on peut s'imposer, les efforts et les sacrifices qu'on peut faire, faut pas oublier qu'il y a des fois où ça peut être un grain de sable qui peut changer notre vie. Ça peut être une opportunité qu'on a prise à un moment donné, ça peut être une décision, une direction qu'on a décidé de prendre à un moment donné dans notre vie qui peut vraiment la faire changer du tout au tout. Et donc, c'est cette phrase-là. Ouais. Un homme chanceux, c'est un homme qui possède la capacité supérieure à rentabiliser l'inattendu. Et c'est cette partie de la phrase de rentabiliser l'inattendu qui m'a particulièrement touché. Ouais. Ce truc de... Ça peut être vraiment, comme je disais, ça peut être un grain de sable, ça peut être une respiration qui à un moment donné va changer notre vie. Et c'est justement parce que c'est vraiment une toute petite chose qui peut changer notre vie, mais qu'il faut pas lâcher. Qu'il faut continuer à y croire. Parce que si ça se trouve, ça peut arriver demain. Donc c'est ça qui m'a vraiment touché. Donc si c'est un message que je peux véhiculer à mon humble niveau, cette notion de pas lâcher, de continuer à y croire, parce que si on y croit, il n'y a aucune raison que ça se passe pas. C'est un message que je choisirais de véhiculer. Voilà. Magnifique. Je te remercie infiniment pour ton temps et ta participation. C'était hyper cool. Et avec plaisir. Tout bon pour la suite. Merci beaucoup, pareillement. Merci Hugo. Merci beaucoup.